Bienvenue à Réinventer les soins de santé, le balado qui met en lumière des médecins, des leaders inspirants qui ont le potentiel de transformer les soins au Canada. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'être accompagnée par le docteur Richard Bellé. Donc, docteur Bellé, bienvenue. Merci de l'invitation. Une première question que j'ai pour vous, qu'est-ce qui vous a attiré au départ vers la médecine de famille? Bon, en fait, la médecine de famille était peut-être pas mon premier choix. Moi, initialement, ce que je voulais faire, c'est, j'avais un esprit un peu artistique. Je faisais de la musique, donc je voulais aller en musique ou pilote d'hélicoptère. Donc, c'était ce qui m'intéressait au début. Mais finalement, la médecine de famille, en fait, la médecine, mon père était ORL. Donc, j'avais déjà un peu une base de ce qu'est la médecine. Mon père m'a amené à l'hôpital quand j'étais jeune. On voyait presque des patients, là, ça se fait plus aujourd'hui, mais tu sais, dans le temps, les médecins, pendant les gardes, les fins de semaine, pouvaient amener leurs enfants. Bon, j'y allais, je trouvais ça intéressant. Fait que c'est un petit peu ce qui m'a amené vers la médecine. Et pourquoi la médecine de famille? Parce que c'est quelque chose qui est, la médecine, c'est une discipline familiale, une discipline qui est large. On voit beaucoup de choses. C'est très varié. Et ça nous laisse quand même une certaine liberté de faire d'autres projets, d'autres choses. Donc, on n'est pas concentré dans une spécialité où il faut être vraiment à la fine pointe de la technologie. On est encadré habituellement par un hôpital. La médecine de famille nous permet d'être plus varié dans nos projets. Absolument. Puis j'imagine que vous vous êtes fait créditer là, votre résidence pour quand vous étiez avec votre père. Ouais. Imaginez. Malheureusement pas. Non, c'est ça. Puis vous avez aussi fait une certaine transition là, vers de la médecine via un rôle aussi de consultant pour en informatisation de la santé là, pour InfoRoute. Pouvez-vous en dire plus un petit peu sur votre parcours à ce niveau-là? Oui, en fait, moi, j'ai un parcours qui est un petit peu atypique au niveau de professionnel. Donc, je me suis toujours intéressé à l'informatique, là, même avant la médecine, parce que j'ai fait un bac en microbiologie avant. Donc, l'informatique a toujours été une passion pour moi. Euh, donc, j'ai toujours aimé ça, être plongé, être proactif au niveau informatique. Ce qui m'a amené à développer différents projets, à grandir un peu mon expertise. J'ai pas de formation en informatique et dans le temps, il s'en donnait pas de formation en informatique quand on était en médecine. Puis c'est un petit peu à travers les différents projets que je me suis finalement ramassé à être quelquefois les consultants pour InfoRoute Canada, pour d'autres organisations, par rapport aux orientations là, informatiques et l'application de nouvelles technologies, surtout reliées à la première ligne. Mhm. Puis justement, qu'est-ce qui vous a amené à finalement choisir puis être vraiment plus impliqué en première ligne? Ben, la première ligne, moi, je trouve que en fait, c'est l'entrée du système de santé. Donc, c'est vraiment, c'est là où le citoyen, le patient, la personne, c'est le premier contact qu'elle a avec le système de santé. Donc, Mhm. moi, je trouve que c'est super important, la première ligne. Il y a des enjeux, il y a des défis, mais puis l'informatisation, la numérisation, la technologie avait déjà un apport important il y a 20-30 ans, mais de plus en plus, on voit là, avec la révolution qui s'en vient au niveau IA et tout, là, que ça devient d'autant plus important. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Puis justement, quand on s'est parlé là, il y a quelques jours, vous m'avez mentionné que vous avez même fait une entreprise, I Won't Care. Pouvez-vous Ouais. en parler un peu plus? Là? C'est peut-être pas tout le monde qui est au courant de ce parcours-là, de votre vie que vous avez fait. Là. Donc, peut-être nous mettre en contexte, c'était environ quelle année, puis qu'est-ce que ça faisait, I Won't Care? Puis aussi, qu'est-ce qui vous a amené à vouloir créer ça? Là? Oui, ben en fait, dans mon parcours atypique, parallèlement avec la médecine familiale, j'ai fait partie du centre de médecine hyperbare de l'Hôtel de Lévis, où on a créé une Mhm. clinique de plaies complexes. Donc, les plaies complexes, des plaies chroniques, surtout diabète, ulcère de pression qui ne guérissent pas. Donc, on a créé une clinique assez spécialisée de deuxième ligne, troisième ligne.
Et à ce moment-là, on se rendait compte que au niveau des pansements, au niveau des plaies, il y avait comme une un manque d'expertise où c'est tellement compliqué, les pansements, il y a tellement de produits sur le marché que les gens s'y retrouvent. Donc, c'est un peu mon côté, un peu entrepreneurship avec deux autres collègues. Donc, on a créé une application qui s'appelait iWoundCare, qui est une application qui était, en fait, c'était pour choisir le bon pansement pour la bonne plaie. Donc, on rentrait des données au niveau des plaies. Et à ce moment-là, l'application suggérait des pansements potentiels qu'on fait appliquer au niveau de la plaie. Donc, c'est une application qui a Dans quelle duré. année, ça? Ça, c'est autour de, je te dirais, 2014-2015. Fait que déjà, tu sais, on voit que vous avez déjà une pensée pour le futur, là, tu sais, là, on le voit de plus en plus aujourd'hui, ce genre d'outil-là, dans le, tu sais, l'IA diagnostic Ouais. ou pré-diagnostic un peu, mais en 2014, déjà, vous vous êtes dit là, il y a un manque d'efficacité, il faut qu'on ait une application pour se retrouver, donc, félicitations. Je pense qu'elle est encore sur le marché présentement, elle est encore disponible sur l'App Store ou Non, quelque chose, hein? non, malheureusement, elle n'est plus disponible. Ah, Elle a OK. été retirée avec Apple. Des fois, c'est un petit peu complexe là, au niveau des applications. Et puis, finalement, le modèle d'affaires qu'on avait pris pour l'application était partiellement fonctionnel. Donc, on a Mhm. décidé, on était trois, là, deux médecins et un informaticien. Et finalement, on a décidé de mettre la Mais quand même, là, bravo ouais, ouais, d'avoir ouais, ouais. réussi à monter tout ça. Puis là, on a parlé justement comment vous êtes retrouvés en première ligne là, parce que vous avez fait un peu le tour du jardin là, en regardant un peu tout ce qui se fait là, en passant par l'urgence puis d'autres plein d'autres aspects de la pratique de la médecine. Puis vous avez touché aussi le côté entrepreneurship. Puis là, j'aimerais ça vous parler de votre poster. Vous m'avez dit que vous aviez un poster qui parle des recommandations d'activité physique, là, puis vous citez Pierre Lavoie, Jean Després comme référence. Pouvez-vous me parler, est-ce que c'est comme une conviction? C'est un document qui vous a été montré dans votre parcours? Dites-moi un peu d'où ça vient, puis qu'est-ce que ça envoie comme message là, sur Dr. Belli? Ouais, en fait, moi, j'ai toujours été assez sportif, même compétitif là, quand j'étais dans mes débuts âge adulte, là, en étant cycliste là, de route. Et puis, l'activité physique a toujours été une partie prenante là, de ma vie. C'est sûr que quelques années, tu sais, avec les enfants, avec la profession qui commence, on a tendance à délaisser un petit peu. Et puis, avec l'urgence que je faisais initialement, bon, c'était des chiffres là, quand même de soir, jour et nuit dans la même semaine, c'est un peu plus difficile d'intégrer l'activité physique, mais ça a toujours été quand même quelque chose qui est important. Et puis, c'est quelque chose que que je trouve qui manque beaucoup dans les politiques de santé. Et puis, les gouvernements, c'est la santé publique, souvent, on met pas, oui, on en parle, mais tu sais, on n'a pas l'emphase sur l'activité physique. Puis au Québec, il y a deux personnes que moi j'admire grandement, qui est Pierre Lavoie, là, que je pense que tout le monde connaît, avec les cubes d'énergie, que lui a vraiment compris que bon, on est mieux servi que par soi-même finalement. Fait que lui est très proactif au niveau de l'activité physique. Et puis, il a créé ses cubes d'énergie. Là, ça fait déjà une génération. Fait que c'est vraiment, là, on voit la génération, tu sais, qui 20-25 ans qui avait été débutée avec les cubes d'énergie, qui sont encore actifs, ce genre-là. Donc, on voit vraiment il y a des solutions qui peuvent être faites. Et puis, Pierre Lavoie, c'est comme c'est une de mes idoles, finalement, au niveau activité physique. Jean-Pierre Després, c'est un kinésiologue c'est un spécialiste de renommée mondiale en activité physique. Et puis souvent, tu sais, on ne connaît pas les gens dans notre cours, mais c'est vraiment un Québécois, là, de Québec, avec un kinésiologue, spécialiste mondial. Il a écrit un livre qui est très bien fait. Et puis, j'ai pris vraiment qui décrit l'activité physique, qu'est-ce qu'on devrait faire pour améliorer l'activité physique dans la population. Puis j'ai vraiment des posters que j'ai pris avec sa permission. J'ai demandé sa permission. J'ai vraiment copié puis été mis dans mon bureau. Puis ça me permet d'expliquer aux gens, tu sais, l'activité physique, c'est quoi? Être sportif, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour rester en forme? Et puis pour avoir
une meilleure qualité de vie quand ils vont vieillir. Parce que ma population, moi, mes patients, c'est surtout des gens qui sont plus âgés, qui ont quand même pas mal de comorbidités. Et puis, je leur dis toujours, peu importe la maladie qu'on a, peu importe, c'est super important de rester actif et de bouger parce que ça permet de mieux guérir les maladies, ça permet de prévenir les maladies cardiaques, les cancers. C'est démontré efficace pour la prévention des troubles cognitifs. Donc, c'est vraiment important. Je me sers vraiment de ces affiches-là pour le démontrer à mes patients et essayer de les convaincre. Donc, moi, j'en parle à chaque consultation. Je parle à mes patients d'activité physique, d'études, qui bougent. Mm, vraiment. C'est intéressant, tu sais, de voir aussi que vous avez fait la demande de permission, vous avez ça dans votre bureau. Ça veut dire que c'est pas dans le bureau de tous les docteurs, ça, alors que c'est tellement important, tu sais, la prévention. Puis, tu sais, ça m'amène, tu sais, à penser à voix haute. Et vous faites pas en sorte que vos patients soient pas malades, vous faites en sorte que vos patients soient en santé. C'est un peu Ben, ça que j'entends. exactement. Puis, tu sais, on a un ministère de la Santé au Québec, mais si on voulait vraiment que ce soit le ministère de la Santé, on mettrait plus l'accent sur la prévention par l'activité physique et les bonnes habitudes de vie. Là, tu sais, les sociétés occidentales, on a plus développé un modèle axé sur la maladie. Tu sais, on a la maladie, on essaie de traiter la maladie, on met beaucoup d'argent dans les traitements de la maladie, les médicaments, la technologie. Mais si on mettait l'accent sur la prévention, peut-être que ça coûterait moins cher en bout de ligne au niveau des traitements. Je pense qu'on sauverait de l'argent. C'est un petit peu ce que Jean-Pierre Després exprime dans son bouquin, là, que tout le monde devrait lire. Là. Donc, c'est vraiment intéressant. Je pense que ces deux-là, Pierre Lavoie et Jean-Pierre Després, sont en tête. Puis on le voit un petit peu, on voit dans les journaux, dans les derniers mois, on voit un petit peu que ça commence à transpirer à travers les médias conventionnels, là, où on parle un petit peu d'activité physique, de la prévention, puis c'est important. Et en plus, on opère, on est dans un système qui est vraiment sous une pression constante. Donc, comment on fait pour offrir des soins de qualité dans ce contexte-là? Tu sais, je pose la question, comment on fait alors que le système est super Ouais. sous pression? C'est une bonne question, puis je pense que si on avait la réponse exacte, là, je poserais même pas la question, mais c'est sûr que le contexte sociopolitique il est un peu pour quelque chose. Là, on s'entend que ça va pas super bien dans le monde présentement. Euh, Deux, la population est âgée, il y a de la dénatalité aussi, donc on voit que les populations sont âgées, vivent plus longtemps, donc c'est avec des maladies qui sont quand même graves, qui ont réussi à guérir. Moi, j'en reviens pas. Il y a 30 ans, là, on voyait un patient avec un mélanome métastatique. Le pronostic de vie était de 6 mois et moins. Là, on voit des mélanomes métastatiques, des stades 4 avancés avec les agents biologiques. Moi, j'ai un patient qui est encore en vie, qui fait ses affaires depuis 2 ans. Donc, on voit, que les traitements sont efficaces. Et puis, pour la santé, l'accès, c'est vraiment, moi, je pense, la première ligne, on revient toujours un petit peu à ça, c'est super important d'avoir une première ligne qui est forte. C'est sûr que le paradigme a changé un peu dans les dernières années. Il y a 10, 15 ans, la première ligne, l'entrée, c'était le médecin de famille, principalement, prioritairement. Mais avec le temps, je pense qu'on s'est aperçu avec raison que le médecin de famille n'est pas nécessairement la première personne à voir en première ligne. Donc, on fonctionne de plus en plus en interdisciplinarité. On a des physios qui nous aident beaucoup, des kinésios, les pharmaciens communautaires nous aident beaucoup aussi, nous déchargent, déchargent la première ligne de certains cas qui n'ont pas nécessairement besoin de voir le médecin de famille. On a des travailleurs sociaux aussi en GMF. Donc, je pense que la voie du futur, c'est vraiment de garder tel quel, de continuer d'aller vers l'interdisciplinarité. Le médecin de famille Travail aura d'équipe. toujours un rôle. C'est le travail d'équipe, en fait, c'est ça. Le médecin de famille aura toujours un rôle, mais c'est avec peut-être une expertise là, un petit peu plus pointue, plus grande.
Là, en changeant le modèle d'organisation, ben là, il faut que le modèle de rémunération suive aussi. Donc, en fait, ce qu'on change pas le modèle de rémunération pour avoir un modèle d'organisation, il faut quand même changer. Il faut changer le modèle d'organisation. Puis après ça, il faut changer le C'est modèle de ça. rémunération, autant pour le médecin que pour les autres professionnels. Parce que tu vois, les autres professionnels comme physio, kinésio, pour l'instant, c'est tout dans le privé, c'est pas dans le public. Mais éventuellement, ben, peut-être que si on travaille en travail d'équipe, en interdisciplinarité, ben, ces gens-là, les autres, sont payés via le public aussi. Là. Parce que c'est quand même une limitation d'accès. Quand moi, j'envoie un patient en physiothérapie, bon, tu n'as pas d'argent ou d'assurance pour payer, tu ne peux pas y aller en physiothérapie. Vraiment. Puis Ouais. c'est drôle parce qu'à force de parler justement avec des cliniciens, des médecins, des leaders en santé, chaque fois qu'on pose cette question-là là, de bon, qu'est-ce qui définit des soins de santé de qualité? Les soins sont déjà de qualité. C'est pas une problématique. La problématique, c'est l'accès. Donc, c'est Exact. vraiment là-dessus qu'il faut le plus possible mettre les efforts, focuser les efforts, parce qu'un coup que la personne a accès, les services sont de qualité. Donc, c'est Exactement. vraiment une Puis, question de travail d'équipe pour diminuer cette pression-là sur juste une personne ou un corps de métier pour que tout le monde puisse contribuer, là, comme vous dites. Puis ce que tu dis, c'est exactement vrai. Moi, j'ai des patients qui me le disent presque à tous les jours. Une fois rentrés dans le système, ils sont bien pris en charge et ça va bien. C'est ça, ça devient quasiment VIP, là, comme oh mon Dieu, j'ai un rendez-vous, tu sais. Alors que tu sais, c'est la santé, ça devrait être accessible plus que ça là, pour tous. Là. Puis là, je vous amène à Réseau Première Ligne. Ouais. Donc, avant justement qu'on en parle un peu plus, j'aimerais ça qu'on se fasse un petit portrait là, pour voir où est-ce que Réseau Première Ligne en est aujourd'hui. Donc, je fais donner une petite idée de c'est quoi le nombre de cliniques, le nombre de médecins, le nombre de patients que vous avez pour qu'on ait un petit portrait de Réseau Première Ligne. Ouais, c'est sûr. Bon, réseau première ligne, premièrement, on en est vraiment au balbutiement. Ça commence au niveau du modèle d'organisation. En fait, ça regroupe une douzaine de GMF à travers le Québec, environ 120 médecins. Puis le nombre de patients, je ne sais pas exactement, mais ça doit être pas loin de quelques 100 000 patients, fait, inscrits collectifs ou individuels. Donc, c'est un réseau qui en fait amène une communauté de pratique pour les médecins. On a déjà un comité de gouvernance qui existait auparavant, qui existe depuis 2 ans. Donc, on avait le comité de gouvernance regroupait tous ces GMF-là. Un représentant de chaque GMF était sur le comité de gouvernance. Et puis, à ces comités-là, bon, on discute des bons coups, des mauvais coups de chaque clinique et on met ça en commun. Et chaque clinique part avec ce qui lui est, ce qui pense que ça va aider ou pas. En fait, le réseau première ligne, le réseau veut pas amener, uniformiser des structures à toutes les GMF. Ce qu'on veut vraiment, ce que le réseau veut, le but, c'est vraiment que chaque GMF garde des couleurs locales, mais avec une communauté de pratique où les gens discutent et on partage finalement les bons et les mauvais. Donc, chaque GMF garde vraiment sa structure locale avec sa couleur locale et mais chapeauté pour un groupe plus large de GMF. Mhm. Absolument. Puis même le côté de l'administration, ça peut être en quelque sorte amené par le comité pour pas que ça soit tous les médecins dans leur bureau qui le font par eux-mêmes. Là. Ils sont soutenus, Ben, veut pas. c'est ça. Ben, l'avantage du réseau première ligne, c'est on a le même fournisseur de services. Le même Mhm. fournisseur de services qui s'occupe de la gestion du personnel, de les chèques de paye, tout ça, l'achat d'équipements, de pansements, de choses comme ça. Donc, vraiment, le fournisseur de services s'occupe de ça pour vraiment laisser le médecin s'occuper de ce qui est, en fait, on est là pour ça, La médecine. faire de la médecine, puis s'occuper de nos Ouais. patients, de notre patient, vraiment centraliser sur le patient, puis avoir juste ça, en fait, comme préoccupation, sans avoir, c'est le côté administratif en tant que tel, c'est assuré. C'est ça, sans le vouloir.
quand on s'engage à être médecin, on a le côté de la médecine, puis là, il y a comme le côté de la business qui fait comme, oups, qui vient, mais que, tu sais, c'est pas nécessairement ce qu'on veut faire à la base, là. C'est tout à fait entrepreneur, là, de penser à des systèmes comme ça. Euh, Sinon, vous, personnellement, là, selon vous, quelle influence vous avez eue sur le réseau Première Ligne dans la création de celle-ci? En fait, initialement, moi, mon rôle, c'était, on revient un petit peu à consultant là, en application technologie première ligne. C'est un petit peu ça mon rôle initialement. En tout cas, moi, je le voyais comme ça, puis les gens comme des gouvernants sont comme ça. Donc, c'est comme ça qui est arrivé, il y a quelques années, commençaient à arriver toutes les technologies, les applications d'IA. Donc, il y en avait beaucoup qui nous approchaient. Donc, moi, mon rôle, c'est un petit peu de rencontrer ces gens-là, puis voir un peu la plus-value de ces applications-là. Et puis, je les présentais au comité de gouvernance. Donc, là, on décidait c'est-tu bon, c'est-tu moins bon, ça s'applique-tu à nous avec des critères vraiment que j'avais écrits là, en quelques années, là, des critères spécifiques là, et très, très variables là, qui vont de l'application au patient versus les coûts, et puis plein d'autres critères. Puis, c'est un petit peu mon rôle. Fait qu'on puis aussi, tu sais, c'est mon expérience aussi de quand même une trentaine d'années en arrière de la cravate avec différentes implications, que ce soit gestion, recherche, et puis aussi j'ai toute la mémoire organisationnelle de notre GMF là, qui existe depuis minimalement 15 ans. Donc, moi, j'ai vu 4 cliniques. On a déménagé 4 fois des cliniques là, avant d'être dans celle où on est présentement. Donc, c'est ça. Puis je me vois un peu comme c'est ça, le consultant au niveau technologie. Puis c'est ce qui nous a liés beaucoup aussi. Le comité de gouvernance, la technologie, c'est ce qui nous a liés beaucoup. Parce que quand est sorti les scripts IA, c'était quand même une grosse affaire. Fallait décider, fallait évaluer ça. Puis ça a été quand même assez rapide à évaluer et à convaincre mes collègues. Là. Et puis après, Mhm. donc ça a été une Mais grosse c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés, là, ouais, que vous avez rencontré l'équipe Kawi originale, là. Vous avez testé ouais. la version alpha dans le Exact. temps, là. C'était comme la première bébé version, là. Merci encore, là. Écoute, un Oh emploi oui, qui se prête au jeu quand c'est les débuts, là. c'est ça. Exactement. J'aurais voulu participer plus, mais bon, écoute, la question était de donner du temps aussi. Là. C'est pas évident avec les différentes implications, mais tu sais, j'aime ça participer à ce genre de start-up là, comme ça. Mm. Pour moi, Non, c'est ça un défi. paraissait. Ouais. Vous êtes vraiment généreux tu sais, de vos commentaires, puis vous vouliez prendre le temps de qu'on comprenne bien, tu sais, qu'est-ce qui fonctionne pas. Donc, c'est vraiment super, là. Vous l'avez comme en vous, là, naturellement. Puis, pour le réseau première ligne, c'est quoi qui distingue justement le RPL des autres cliniques ou des autres réseaux? En fait, c'est le regroupement, comme je l'ai dit, fait que le regroupement avec la mise en commun, c'est des bons points, des moins bons coups. Puis l'avantage, je pense, par rapport aux autres réseaux, c'est qu'on n'a pas de structure, on n'impose pas de structure à nos GMF. Donc, on laisse vraiment, c'est la couleur locale. On propose des choses, puis chaque GMF décide après s'il accepte ou pas par rapport aux médecins qui sont là, par rapport à la saveur locale, aux patients qui sont là. Parce que c'est ça que un GMF, puis si à Lévis versus un GMF qui est dans une partie du Québec qui est plus défavorisée, tu n'as pas les mêmes enjeux. Donc, on ne peut pas imposer une structure complète à tous les GMF parce que les patients sont différents. La structure, le fonctionnement des médecins est bien différent aussi. Donc, c'est un petit peu ça l'avantage de notre réseau, c'est qu'on n'impose pas de structure à nos GMF locaux. Puis l'autre avantage, c'est qu'on a une offre de services administratifs qui est présente, qui fonctionne très bien, qui est là depuis 15 ans. Donc, tout ce qui est services administratifs, cette gestion de services-là est faite par un gestionnaire. Mm. Absolument, tu sais, ça permet en fait au GMF de garder une autonomie
tout en gardant une certaine saveur locale, mais sont pas seuls non plus. S'ils ont besoin d'être soutenus, mentorés même, ben, il y a le réseau qui est là pour les soutenir, pour les accompagner, là. Puis, Exactement. Puis ça, justement, c'est un des projets qu'on vise à avoir. C'est vraiment, tu parles de mentorat. Ça, ben c'est, oui, on va en parler. ouais. Je suis curieuse de savoir ce qui s'en vient dans les prochaines années. Avant qu'on tombe là, je voulais Ouais. savoir, en fait, c'est quoi le plus grand ou les plus grands défis que peuvent vivre RPL en ce moment? Présentement, je pense que c'est l'organisation qu'on est en train de créer. Tu sais, le réseau existe, les GMF sont là, mais la structure de réseau est en implantation présentement. Donc, tout ce qui est présentement le comité de gouvernance, on va avoir un comité de gouvernance 2.0 avec des Mhm. représentants vraiment de chaque GMF, avec une répartition des représentants par rapport au GMF. Puis après ça, ben, il reste à fixer des objectifs en ordre de priorité. Un des objectifs prioritaires sera probablement d'avoir un outil pour la communauté de pratique. Un outil qui soit informatique, qui soit user-friendly, pour pouvoir partager justement nos bons points, nos moins bons points, verser des documents pour que ce soit accessible aux médecins, puis qu'on puisse partager et commenter. Donc ça, c'est dans les premiers objectifs, les premiers travaux, là, je pense que le réseau Première Ligne aura à faire. OK. Intéressant. Donc, vous avez un défi qui a déjà une solution là, concrète de prévu. C'est super. Puis, ça, c'est quoi, dans le fond, vous, les grandes priorités, là, si on regarde au niveau réseau première ligne pour les 12 à 18 prochains mois? Donc, d'ici un an et demi, là, sur quoi vous prévoyez focuser? Mais je pense à la communauté de pratique, là, ça va être quelque chose qu'on va prévoir focuser. Peut-être élargir également le nombre de GMF. Ça, c'est une possibilité aussi. Et puis, les autres projets pour l'instant, ce qu'on veut, c'est bien partir le projet d'une façon Mhm. euh, avec une structure administrative qui soit bien reconnue, bien implantée, qui soit tout bien ficelé. Ça, je pense, c'est l'objectif. L'objectif 1, après ça, la communauté de pratique, là, c'est sûr et certain. C'est vraiment, Mhm. c'est la transition présentement. On est vraiment dans un ça a été annoncé au réseau Première Ligne, là, ça fait même pas 3 semaines. Donc, on est vraiment la transition du comité de gouvernance 1.0 à Mhm. 2.0. Fait que le 2.0 va un peu refléter ce qu'on veut que devienne le réseau Première Ligne. Mais je pense que pour les médecins, c'est vraiment la communauté de pratique. Ça, c'est super important. C'est ce que les médecins au comité de gouvernance nous disaient. C'est l'avantage un petit peu là, du réseau Première Ligne. Et tout ça aussi au niveau du patient. Tu sais, le patient, on veut axer sur vraiment la rétroaction du patient. On veut que le patient soit satisfait. Il y a un projet, là, c'est pas encore ficelé, mais un projet probablement de- d'évaluation de la qualité des services qui sont donnés par les GMF du réseau Première Ligne via le patient, pour qu'on ait un peu une rétroaction, pour qu'on sache un petit peu vers quoi s'orienter, quoi corriger finalement. Ce qui n'existe pas trop là, dans le public. Là. Euh, donc ça, ce serait aussi là, comme toute pratique, mais euh, qualité de nos actes via des avis, des opinions des patients. Deuxième point. Mhm. Ben oui, absolument. Puis, vous, là, tu sais, on en a parlé un petit peu au début, là, j'allais dire de l'émission, au début du Ouais. balado. C'est qu'est-ce qui vous a amené, tu sais, à vraiment vous intéresser à l'univers de la santé numérique, la technologie, tu sais, maintenant, c'est même l'intelligence artificielle, là. En tant que clinicien, qu'est-ce qui vous a allumé au début dans tout ça, tout cet aspect-là? Écoute, je pense que c'est comme inné en moi, là. On commençait à l'urgence, puis on était avec mes collègues, là, ça fait 30 ans. Qu'est-ce que le compact e-pack, là, je sais pas si toi tu as connu ça, mais c'était une espèce de petit ordinateur de poche, un pocket computer qu'on avait. Puis on montait nos Padgett? programmes nous-mêmes. Non, c'est pas un Padgett, c'est vraiment un petit ordinateur c'est comme une petite banque de données.
Puis on faisait nos programmes en HTML, là, qui est un langage Oui. puis c'était vraiment simple. C'était comme une banque de données, finalement, qu'on avait sur nous, à notre poche, là, finalement. Donc, ça, c'est vraiment ça. Puis à un moment donné, je te dis, c'est comme inné en moi. Je me promenais dans un aéroport. Je travaillais à l'urgence à ce moment-là. Puis dans les aéroports, ça fait longtemps qu'ils ont des tableaux d'affichage numérique, c'est quasiment en live. Tu vois les départs, les annulations, les heures et tout ça. À l'urgence, on avait à l'Hôtel-Dieu de Lévis une urgence à peu près 25 lits. Puis on n'avait pas, ça n'existait pas les tableaux numériques dans des urgences. Là, je me disais, comment ça existe dans les aéroports, dans des urgences? Pour le suivi des patients, ça n'existe pas. Tu sais, le patient est là et c'était des tableaux où tu écrivais, que le script, là. Fait que c'était pas changé régulièrement. Là, tu savais pas le patient, tu été vu par le spécialiste ou pas, il est-tu à revoir par le médecin ou pas. Pour moi, c'était impensable, là. Et puis, ben ça, c'est arrivé, finalement, après, pas à cause de moi, évidemment, mais c'est arrivé après. Puis là, on voyait, tu sais, j'avais un collègue qui disait, là, on est capable d'envoyer des gens sur la Lune. On n'est même pas capable, tu sais, au niveau, dans le temps, là, d'avoir un tableau d'affichage, des moyens électroniques, des suivis, qui étaient plus light. C'était tout papier, c'était tout écrit au crayon. Donc, c'était pas C'est un très, peu, très, très fonctionnel. c'est ça, c'était inné en vous, vous êtes comme né Ouais, avec ça, puis un peu ouais. avec vous aviez la pensée, puis vous l'avez sûrement encore aujourd'hui, de comment ça peut être plus efficace, comment ça peut être mieux. Puis c'est certain que quand on passe par la technologie, c'est un outil que ça devient que sky is the C'est limit, ça. là. C'est ça. Puis pas pour remplacer l'humain, pour accompagner l'humain. Ça, c'est super important. Moi, je vois pas tout ce qui se passe en IA présentement, là. C'est pas, moi, je le vois pas pour remplacer en tant que tel l'humain, l'humanité. On parle de soins de santé, mais je le vois vraiment pour accompagner et pour diminuer un peu la charge cognitive, la charge de travail, puis avoir, de se libérer en fait des tâches là, qui sont pas à potentiel ajouté là, pour l'humain en tant que tel. C'est ça. Ça va faire que l'humain va pouvoir faire d'autres choses. Parce qu'il n'en manque C'est pas de ça. job. On a justement la difficulté en ce moment avec juste l'accès aux soins. Donc, c'est certain qu'en enlevant l'admin puis les affaires plates de l'équation, ben, l'humain va être autant occupé qu'il l'est aujourd'hui. Oui. Puis, c'est quoi votre positionnement, vous, par rapport à votre vision de l'intelligence artificielle en ce moment en médecine? Pensez-vous que c'est un essentiel ou que c'est quelque chose qui est optionnel, qui est comme, c'est fun de l'avoir, mais tu sais, c'est pas obligatoire? Je pense que ça évolue. Il y a des choses, à mon avis, qui sont essentielles présentement. On parle juste au Scribia, là, je pense que c'est essentiel. Puis à partir du Scribia, ben, il y a d'autres applications qui peuvent être faites, comme je voyais juste ce matin, j'ai un patient devant moi, j'utilise le Scribe. Là, dans ma tête, bon, il faut faire une requête pour il faut faire une requête pour les radiographies, il faut faire une requête pour un consultant. À partir du Scribia, si éventuellement, il va avoir, l'IA pouvait formuler ou remplir ces requêtes-là, c'est l'idéal, c'est probablement vers ça que ça s'en vient. Ça, je pense que c'est vraiment nécessaire de l'avoir, puis c'est pas des gadgets, là. Il y a d'autres choses, bon, c'est en train de maturer. On parle juste aux banques de données par exemple, Open Evidence ou qui est Wikimedia, c'est ça. Wikimedia, c'est ça, qui sont des banques de données euh, euh, médicales. Tu poses une question et puis tu as une réponse. Donc ça, c'est pratique. Moi, je l'utilise, mais c'est pas encore. Moi, je l'utilise, j'ai 30 ans d'expérience. Je sais un petit peu s'il y a une hallucination, si quelque chose qui n'est pas correct, je suis capable de le reconnaître. C'est pas quelque chose que je me fie totalement, mais je pose la question pendant que le patient est là, ça prend 5 secondes, ça me permet de voir si j'ai manqué quelque chose au niveau de diagnostic différentiel. C'est des petites affaires comme ça. Des fois, c'est vrai, j'avais oublié ça, effectivement. Donc ça, c'est des affaires qui sont en train de maturer, qui éventuellement vont devenir, à mon avis, très pratiques, essentielles peut-être pas, mais très pratiques. Mais tu sais, il faut que ce soit validé, en fait, les outils là, d'IA. Puis quand c'est vraiment validé, qu'on voit une valeur positive, ben là, ça devient, on en a besoin absolument.
avant ça, ben c'est oui, peut-être, c'est pas Comme à suivre, nécessairement là, au à début. suivre. Ouais. Exactement. Fait que c'est pas noir ou blanc, c'est un continuum. Mm. Ben, tu sais, c'est normal au final, tu sais, Ouais. c'est la santé, là, donc il faut pas s'attendre à se dire, OK, hop, let's go, ça fonctionne, puis on l'adopte, là, c'est comprenable. Puis là, un coup que ça, mettons, c'est tout validé, c'est adopté, comment que ça peut améliorer concrètement le suivi? Vous avez-tu des exemples, tu sais, tirés de votre pratique, que ce soit au niveau des applications cliniques, des objets connectés, comment vous utilisez la technologie dans votre quotidien? Là? Je suis curieuse de savoir. Ben, c'est surtout principalement par rapport à moi. C'est pour un peu améliorer ou avoir plus être plus précis ou ne pas manquer tes diagnostics différentiels. Un peu comme je te disais avec Open Evidence ou Wikimedia. Au niveau objet connecté, ben, il y en a de plus en plus. On les voit peut-être moins, nous autres, en première ligne. Peut-être que c'est plus en deuxième ligne. Mais il y en a certains qui sont sortis. On pense juste à, tu sais, à la montre Apple, là, qui maintenant est accréditée FDA. Je suis pas sûr Santé Canada. Là, je ne veux pas me lancer pour la détection de la fibrillation auriculaire. Mhm. Donc, c'est des outils qui existent et puis qui sont même recommandés par les cardiologues. Donc, c'est une montre Apple et c'est aussi fiable que faire un électro, une télémétrie à l'hôpital pendant l'épisode, parce qu'on sait que On est la rendu là. fibrillation oculaire, des fois, on peut pas toujours ça arrive par période. Tu n'as pas le temps de te rendre à l'urgence, que déjà c'est passé. Bon, on est Mhm. vraiment rendu là. Puis je voyais récemment, certains. Encore là, c'est pas une application très très large encore, mais c'est sûr que ça va venir. Tous les vêtements, où on mesure la télémétrie, le rythme cardiaque, euh, la, la respiration, pour la nuit, par exemple, les ronflements, la température corporelle. C'est des choses qui s'en viennent, mais présentement, les prix le développement est pas assez avancé, puis les prix sont probablement un petit peu trop élevés pour amener une utilisation globale. C'est Euh, ça, ça prend quelqu'un qui a déjà cet outil-là, puis quand le ouais. patient vient dans le bureau pour des problèmes cardiaques, par exemple, une inquiétude au niveau du battement de son cœur, ben il pourrait dire, ah ben justement, j'ai ma montre, là, elle a pris mon battement dans les dernières semaines. Ben, ça serait une information qui pourrait être traitée comme une information clinique à ce niveau-là. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Maintenant que c'est approuvé, comme vous dites, Exactement. FDA, Hein? qu'on pourrait aller vérifier, Exactement. mais Non. Puis il y a même certains, en cardiologie, il y a même certains pacemakers qui donnent de l'information par télémétrie, donc ça peut être suivi au niveau de l'hôpital, même pratiquement live. Puis on pense aussi à tout ce qui est hôpital soins intensifs à la maison. Donc, il y a un paquet d'ouverture d'appareillage, de télémétrie qui est possible. C'est pas encore largement implanté, mais éventuellement, quand ça va être approuvé, un, et deux, les coûts vont être moins chers, mais c'est des outils qui pourront certainement être utilisés par les hôpitaux et par les médecins pour que les patients puissent rester à la maison quand c'est possible. C'est sûr qu'un cas trop instable, c'est local, mais tout ça est amené. Les outils connectés, là, je pense qu'il y a beaucoup de développement, mais encore, c'est pas encore, ça mature. absolument, oui, parce qu'on peut penser à un monde où est-ce que, tu sais, au lieu que le patient il ait besoin de se déplacer, parler de ses symptômes, repartir avec la machine pour regarder son cœur, retourner se déplacer pour un autre rendez-vous pour l'évaluer, ben ça pourrait être seulement, je regarde ma montre, mon médecin il a l'information, c'est le médecin même qui peut-être qui m'appellerait pour me faire un suivi, tu sais, ça n'a pas pris beaucoup de temps, il n'y a personne qui a besoin de se déplacer, donc je Exact. pense qu'on peut commencer à rêver à ça. On peut commencer à rêver à ça, certainement. Mmh. Puis, c'est quoi selon vous les obstacles à l'adoption justement de tout ce qui est numérique là, dans les cliniques vraiment centrées dans les premières lignes? La grosse affaire, puis on le voit un petit peu avec le dossier santé numérique là, qui sort, le dossier santé numérique, c'est ça, là, La qui semaine sort prochaine? prochainement, la semaine Mmh. prochaine. C'est vraiment la gestion du changement. C'est la gestion du changement. Quand il y a une nouvelle technologie, une nouvelle affaire, les gens, on est un petit peu refroidis
par les changements que ça va amener dans nos pratiques là, régulières, tu sais, journalières. On a peur que ça change nos flux opérationnels. On a peur qu'il y ait plus de charges cognitives parce qu'effectivement, il y a plus de charges cognitives. Quand on amène un nouvel appareil, une nouvelle façon de fonctionner, c'est sûr qu'il y a une charge cognitive qui va être un petit peu plus grande initialement, mais avec l'adoption du changement en fait, de l'appareil, en fait, de l'application, de la technologie, mais la charge cognitive diminue. Fait que c'est vraiment la gestion du changement qui fait peur. Le fait que notre flux opérationnel va être changé. C'est vraiment le gros point. L'autre point, ben, c'est qu'on a un nouvel outil, fait qu'on a moins confiance, on sait pas trop, on veut le tester. Ça va donner des bons résultats? C'est comparable au mieux à ce qu'on avait auparavant? Qu'est-ce que ça amène de plus pour le médecin en termes de temps, en termes de charge cognitive? Qu'est-ce que ça amène de plus pour le patient? Ben, c'est ça, il faut que ça vaille la peine, en gros, c'est ça. Il y a plein de critères là, qu'on peut énumérer. C'est en gros, finalement, il faut que ça vaille la peine, effectivement. Il faut que ça vaille la peine, il faut que la courbe d'apprentissage, ça soit pas un choc pour les opérations cliniques. Puis, on entend aussi parler du syndrome de oui, mais pas dans ma cour. Là. Oui! Comment on fait pour surmonter ça, selon vous? Et ça, je pense, ben, on a exactement l'exemple avec le dossier santé numérique présentement. Si quelqu'un va regarder cette vidéo-là dans un an, on va se dire, hey, comment ça qu'on pensait ça? On est super content, on ne reviendrait pas en arrière. Un peu comme nous, à l'Hôtel-Dieu de Lévis, on a été un des premiers qui avait un dossier patient électronique, qu'on appelait dans le temps, qui était juste un dossier électronique, mais en lecture. On ne pouvait pas écrire, c'était numérisé, mais on avait lecture. Moi, je me rappelle très bien des spécialistes, il y a 25-30 ans, qui disaient, moi, si ça rentre, je démissionne. Finalement, tu reparlais après avec ces spécialistes-là, après, c'est hey, vraiment bien, je n'irai pas en arrière. Donc, tu sais, c'est vraiment, c'est pas dans ma cour, oui, mais à un moment donné, il faut se lancer. Et puis, je pense qu'il faut bien préparer les équipes. Le meilleur exemple, moi, encore là, je reviens là, avec le dossier santé numérique qui est en préparation depuis au moins 2 ans avec des équipes, des gens qui travaillent, qui essaient vraiment de préparer tout ça. C'est une grosse affaire, c'est une révolution. Là. Et puis, c'est sûr qu'on va toujours dire à la dernière minute, on n'est pas assez prêt. Pourquoi c'est dans mon hôpital, pourquoi c'est dans ma clinique. Ben, à un moment donné, il faut se lancer. Il faut se lancer, puis il faut accepter que oui, peut-être ça va diminuer un petit peu le débit de service pendant quelques temps, mais il faut se dire que c'est un bien pour un mal, parce qu'après, c'est l'apport incommensurable que ça va amener à la qualité des soins, c'est inestimable. Donc, c'est vraiment, il faut préparer les gens, il faut souvent ça prend un mentor dans la clinique ou dans le milieu pour un peu guider les gens, répondre aux questions. Un mentor qui soit clinique, médecin, accompagné d'un mentor TI ou qui connaît un peu la technologie. Donc, ça, c'est super important. Il faut préparer les gens le plus possible, mais toujours, ce sera difficile. Puis c'est une réaction humaine. Hein. La gestion du changement, c'est inné en chaque humain, je pense. Ça prend des bonnes équipes. Puis, tu sais, voir toutes les nouvelles, la vague de technologie qui est sortie dans les dernières années, là, on est testé plus que jamais. Dans cette capacité-là à, OK, on adopte des nouvelles choses, puis ça va tellement vite que du moment que tu as adopté quelque chose, ben, il y a la version ultra boostée AI qui va sortir, tu sais, donc c'est intéressant. Exactement. C'était pas ça dans le temps, là, tu sais, mettons, il y a eu la dernière grosse révolution, ça a été les DMI, puis après ça, ben, il n'y a pas eu tant que ça, là, en tout cas pas à ma connaissance. Là. Non, puis même les DMI, ça a été, moi j'ai vécu le changement de archive papier à DMI. J'ai vécu le DMI à DMI, changement de DMI à DMI. Puis c'est pas évident, là. Il y a des gens qui étaient sur le bord de la retraite. Ça a été de mes collègues qui étaient sur le bord de la retraite, puis ça a été comme un facteur qui a fait que ça a amené une charge cognitive trop élevée, puis dit, ah non, moi c'est fini. Moi, je m'en bats pas là-dedans. Fait que c'est des choses qui sont à considérer. Mais ces gens-là, c'est important de bien les encadrer. Puis avec l'expérience, moi, je me dis que peut-être que 5-6 ans, mais on aurait peut-être dû encadrer plus ces gens-là, les aider un petit peu plus selon le temps qu'on avait, là, les énergies. Là.
Mais c'est peut-être ces gens-là seraient restés 1, 2 ans de plus, qui auraient profité de la population de 1 ou 2 ans de temps médecin à 2000 patients par médecin, c'est quand même pas à négliger. Ben ouais, non, c'est sûr que ça a une énorme différence. Euh, Là, on fait un focus un peu plus sur le côté leadership. Fait que tous les leaders là, font face à des choix difficiles, on le sait, tu sais, presque même à tous les jours, des fois. Fait que vous, c'est quoi les valeurs qui guident vos décisions quand tu as des compromis puis il y a des choix que tu dois faire? C'est quelles valeurs que vous vous basez pour faire vos décisions? Moi, ma valeur principale, c'est le respect de l'autre. Donc, il faut vraiment, puis quand on parle de respect, ben, en fait, il faut écouter, parce que si tu n'écoutes pas, ben, tu ne peux pas appliquer ta valeur de respect. Donc, c'est vraiment d'écouter. Moi, j'ai une personnalité un peu comme ça, j'écoute plus que je parle. Là, je parle beaucoup, là, présentement, mais habituellement, c'est pas mon bac, là. Moi, habituellement, j'écoute. Fait que je vous Et sors de votre puis, zone de confort aujourd'hui, là. tout à fait, je suis pas dans ma zone de Ah confort ouais, du tout, du tout. vous avez l'air d'un petit poisson dans l'eau, en tout cas. Ben, merci. Alors, ben, c'est ça, faut écouter, il faut respecter les gens, mais il faut quand même garder le cap, là, tu sais. Le respect veut pas dire, tu sais, tu changes du jour au lendemain de position à 90 degrés. Tu sais, si tu as une vision, moi j'ai une vision de quelque chose, ben, j'écoute, mais je vais quand même essayer de convaincre les gens du bienfait de ma vision, et puis avec des arguments valides, des critères, c'est basé le plus possible sur la médecine basée sur l'évidence. On parle de médecine. Euh, donc, c'est ça, c'est garder le cap, mais tout en respectant les gens et puis en écoutant aussi. Puis moi, je dirais, un de mes défauts, c'est que j'ai pas trop de patience. Moi, je suis pas quelqu'un de patient d'emblée, donc souvent, ça aiguise un peu mon défaut de manque de patience. Mais tu sais, je me respecte, je me comprends, puis tu sais, je m'assume, là. Mais tu sais, c'est vraiment, ça vaut la peine d'écouter les gens. Il faut vraiment les écouter. Puis, tu sais, s'il y a des doléances, souvent ça se répète, hein, c'est toujours les mêmes affaires, ou la même personne va revenir peut-être avec les mêmes doléances, il faut quand même écouter. S'ils reviennent, moi, je me dis, ça veut dire, ben, il y a quelque chose qui est pas passé, qui n'a pas été compris. Donc, ça vaut la peine de réexpliquer. Un petit peu avec nos patients, hein, qui reviennent avec des douleurs chroniques, c'est récidivantes. Bon, il me semble que j'avais expliqué la dernière fois tout ça, ben, c'est revient, pour réexpliquer. À un moment donné, ben, il y a un truc qui se fait au niveau du cerveau, et les gens comprennent. Mais tu sais, Tellement. faut garder notre vision. Mais c'est Garder notre vrai. vision, mais dans le respect. Puis, tu sais, en tant que médecin, c'est magnifique là, d'avoir cette valeur-là de l'écoute parce que, tu sais, on a deux oreilles pour écouter deux fois plus que notre bouche qu'on en a juste une. Là. Puis, tu sais, ça montre que vous devez être un excellent counselor. Là, tu sais, quand on parle du counseling en habitude de vie ou quoi que ce soit, ben, ça passe par l'écoute du patient parce que le patient a déjà qu'est-ce qu'il faut en dedans de lui pour guérir. Puis nous, ben, le médecin est là pour guider puis l'amener vers le plan de traitement le plus approprié. Mais Mhm. c'est vraiment une belle valeur. J'aime ça. Merci. Puis si vous pouvez me dire votre journée, ben, votre semaine typique, là, amenez-moi dans votre semaine typique, Ouais. ça ressemble à quoi? Ben, ça a changé au cours des 30 dernières années, c'est sûr et certain. Tu sais, initialement, c'était de l'urgence avec des chiffres, des quarts de soir, nuit, fin de semaine, tout dans la même semaine. C'était un petit peu plus difficile. Aujourd'hui, je dirais, plus relax. Peut-être plus relax. Je raconte mes journées aux autres et ils disent, tu travailles beaucoup. Moi, je trouve que c'est plus relax quand même. Parce que j'ai plus de contrôle un peu sur mon horaire. C'est ça, relax. J'ai plus le contrôle. Donc, moi, je suis un lève-tôt. 5h30, je suis réveillé. À 7h, je suis au bureau. Bon, là, je fais des formulaires, je fais des labos. Je fais mon social aussi, c'est important. Là, mon social, tu sais, aller voir les gens, genre avec les gens, discuter avec tout le monde, dire bonjour à tout le monde. Tu te lances pas dans des conversations d'une demi-heure, puis super intime, mais c'est juste dire un petit salut à tout le monde, au personnel, au secrétariat. Salut, bonjour. Comment ça va? Puis, c'est ça. Tu sais, à 9h, j'ai mes premiers patients. Puis moi, je suis pas tu sais, je vois pas mes patients pas aux 10 minutes, aux 15 minutes. Je vois pas 50 patients par jour. En médecine familiale, je pense que
18-20 patients de médecine familiale par jour, c'est quand même une bonne journée. Considérant la diversité des cas, considérant que moi j'ai une population qui est un peu plus gériatrique, avec plusieurs morbidités, plusieurs choses, en fait, plusieurs systèmes à gérer, des cardiaques, des néphros, diabète, des métaboliques et tout ça, plusieurs médications, donc des bilans quand même à demander, des requêtes à remplir, des cas à discuter avec des spécialistes. Donc, 15 à 18 patients, quand même pas pire. Fait que je vois mes patients, c'est aux demi-heures, mais tu sais, je leur accorde ces 20 minutes avec le patient. Tu sais, ça peut déborder, mais historiquement, tu sais, c'est le 10 minutes à la fin, c'est pour gérer des requêtes, parler des gens, finaliser mes notes. Puis finalement, ben, des fois, c'est plus long, des fois, c'est plus court, des fois, mes notes sont pas fermées, des fois, tu sais, j'ai le temps de les fermer. Là, des fois, bon, j'ai des couples de gens, tu sais, la madame n'avait pas de rendez-vous, mais elle vient avec son monsieur, elle me pose une question, il faut gérer ça aussi. Mais tu sais, habituellement, à 4h, 4h30, 4h30, je suis chez nous. Parce que c'est super important de faire mon activité physique. Puis, je la fais pas le matin, je la fais pas avant de me coucher, je la fais vraiment entre 4 et 5 heures les jours de la semaine. Donc, ça, c'est pour le mental, pour moi, c'est parfait, là. C'est l'âge d'or du travail, là, c'est ainsi. Ah, ben merci. Et justement, comment est-ce que vous faites pour protéger votre santé mentale et physique? Puis je pense que ça va passer par ce que vous avez nommé ce qui se passe à 4 heures, là. Ça Ouais, se peut-tu? ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Ben, en fait, moi, je m'en suis rendu compte plus, ben, comme je te disais, il y avait une période où on travaillait quand même beaucoup, là, genre à 60 heures par semaine, là, surtout avec l'urgence, avec les applications de gestion qu'on a parlé tout à l'heure. Puis ça, l'activité physique était tombée un petit peu. Et puis, en 2017, il est arrivé des fois des événements malheureux, tu sais, qui se transforment en événements heureux. Moi, dans ma devise, c'est que, tu sais, il arrive jamais rien pour rien, finalement, là. Puis n'importe quel événement qui soit pas bon, tu sais, on sort toujours quelque chose de positif de ça, là, finalement. Fait qu'il est arrivé un accident. Sortant de la clinique ici, je me suis rentré dedans de mon côté conducteur. Et puis, à ce moment-là, j'ai quand même une grosse commotion cérébrale avec un arrêt de travail pendant un petit temps, là. Puis c'est à ce moment-là que ça a bien récupéré tout, mais ça a pris du temps. C'est du temps, faut être patient. Moi, je n'étais pas patient d'emblée, donc ça a été comme un gros travail d'introspection. C'est ça. Et puis, finalement, c'est à partir de là que, tu sais, mon horaire, c'est comme un peu par la bande, stabilisé, puis un peu plus centré aussi sur, tu sais, le bien-être de soi, à l'écoute de soi, puis l'activité physique qui a commencé par. Donc, vraiment, mon côté mental, c'est vraiment, c'est l'activité physique, c'est vraiment super important pour moi. Ça me décharge le cerveau en fin de journée. Puis, je suis très, j'écoute beaucoup de musique. Donc, j'écoute de la musique pendant mon activité physique. C'est comme une libération d'endorphine, quand j'écoute ça. Et puis, C'est votre par vélo, hein? après, c'est mon vélo, c'est ça. C'est votre vélo. C'est mon vélo qui est pas toujours évident à faire, là. L'hiver, j'ai une plateforme à l'intérieur. Je fais un peu de musculation aussi. J'ai comme un gym à la maison. C'est le minimum, là. Et puis, si je lève pas des poids de 150, de 200 livres, c'est certain. Mais c'est juste assez pour garder une forme. Puis, le vélo est super important aussi pour moi. Ça permet d'aller à l'extérieur. On peut aller en forêt avec mon vélo de gravel. On peut aller sur la route. C'est vraiment libérateur. C'est un défi aussi, la forme physique. Là, je fais encore des événements un peu compétitifs, un peu trop compétitifs pour ma conjointe, là, qui me dit toujours t'en fais trop. Mais bon, je connais mes limites, puis des fois je les pousse. Puis bon, après, ben, je le sais. Il ne faut pas que je fasse. Là. Donc, c'est un petit peu Puis, ça. C'est la santé mentale, ça passe. C'est un équilibre, en fait, c'est une intégration de leur chose. c'est ça, vous avez nommé quand on s'est parlé la dernière fois, oui, c'est le vélo qui sert comme ancrage, puis de ressources personnelles, puis aussi l'importance du soutien de votre entourage là, que vous avez. C'est à ce moment-là peut-être Oui, que vous avez encore plus réalisé que, OK, je suis bien entourée, j'ai un bon entourage autour de moi. Puis c'est intéressant de voir que vous appliquez bien les conseils que vous donnez à vos patients. Veux pas, là. ouais, C'est peut-être pas toujours le cas dans les débuts de carrière, mais qu'à un moment donné, j'imagine que chaque médecin le vit différemment. Mais de ce que j'entends, c'est que c'est beaucoup au début, tu sais, c'est vraiment genre 110 000 à l'heure. Puis à un moment donné,
faut comme qu'ils pognent leur mur pour comprendre que, ah, ben, qu'est-ce que j'enseigne à mes patients, je dois le faire pour moi aussi, je suis important. Exact. J'ai l'impression Exactement, que, parce que en fait, c'est comme quand on est dans un avion, puis une dépressurisation, tu sais, c'est ce que disent les gens, tu mets le masque d'oxygène sur toi en premier, mm, après ça, tu le mets sur les autres. Donc, c'est un petit peu le ben oui, même principe, là, l'analogie qu'on peut avoir. Mais effectivement, on est loin quand j'étais résident, en 94, il y avait encore des cardiologues qui fumaient dans l'hôpital. Donc, on est loin de ça. On est loin de quand même. ça. Moi, j'en ai jamais rencontré, mais aujourd'hui, on ferait des gros yeux à voir ça, hein? Oh, oui. Non, ce serait une contravention, c'est sûr. Ouais. Puis, c'est quelle limite, là, avec le temps que vous avez appris à poser pour vous-même, pour pouvoir pratiquer? Écoutez, quelle limite que vous avez appris à poser? Je pense que avec le temps, on arrive à écouter son corps, à connaître son corps. Et puis, la limite aussi, c'est de pas accepter tout non plus. Comme, tu sais, comme le défi, que ce soit physique ou, tu sais, défi professionnel, faut pas tout prendre. À un moment donné, tu sais, avec mes collègues, tu sais, en entrepreneurship, tu sais, on prenait tout, on défonçait des portes, on se posait pas de questions sur les conséquences, on voulait avoir, on voulait profiter de toutes les opportunités qui se présentaient. Puis ça, sans penser aux conséquences là, de charges cognitives et autres, ou de travail qui viendra avec. Et puis, tu sais, on se brûle un peu à faire ça. Là. Donc, tu sais, avec l'expérience, c'est de savoir se connaître, puis de voir la plus-value d'un projet. Je vois différents projets qui passent. Bon, oui, il y a une plus-value, il y a des impacts positifs, autant pour moi que pour la population qui est desservie par rapport à, par exemple, une application pour le patient, pour les médecins. Puis voir aussi l'implication que ça va prendre. Si on te demande 12 heures par semaine, je ne peux pas faire ça. C'est impossible. C'est un petit peu ça, de connaître ses limites, puis savoir dire non, en gros. Là. Savoir C'est dire ça. non au projet, puis penser à sa santé physique, à son futur aussi. Penser à son futur, on veut tous vieillir, entre guillemets, en bonne santé, sans problème, avec des bons muscles, correct, le plus longtemps Ben oui. possible. Ben oui. On a toute une banque d'énergie, puis en disant oui à tout, ben, à un moment donné, la banque d'énergie, elle se vide, là. Donc, C'est il y ça, a une c'est limite comme une à. grosse batterie, hein, c'est ça. Ouais. C'est ça. Mm. On n'est pas un téléphone qu'on peut juste se plugger sur le fil, puis, tu sais, c'est Non, plus compliqué que ça, un humain, un petit peu. exact. Vous, qu'est-ce qui vous motive dans les journées qui sont plus difficiles? Écoute, c'est le sentiment du devoir accompli dans le sens que j'ai tout fait ce qui était possible pour le patient. Là, on parle de clinique. Là. Mhm. Euh, Puis ça, je m'en ressens parce que si je me mets la tête sur l'oreiller, oui, je m'endors très rapidement. Mais s'il y a quelque chose qui n'a pas été correct dans la journée, ben, je vais me réveiller, puis là, j'y pense. Puis là, je fais comme de l'insomnie par rapport à ça. Donc, en OK. ayant le sentiment de devoir accompli, que tout est réglé dans ma tête, que j'ai fait le maximum pour le patient, j'ai appelé les spécialistes, j'ai ficelé, je suis certain que je vais bien dormir. Fait que ça me motive beaucoup. Fait que le Ben devoir oui. accompli, puis tu sais, le fait d'arriver chez nous, puis de faire mon activité physique, mon sport, me dépenser au niveau physiquement, mes musiques, ça me motive beaucoup aussi à faire à mes journées. Donc le sport, je m'identifie beaucoup à mon sport, que je faisais Mhm. pas auparavant. Auparavant, mon identité par rapport à ma carrière professionnelle, à être médecin, c'était vraiment prioritaire. Mais Mhm. maintenant, c'est plus intégré avec le sport. C'est ça. Parce qu'au final, là, ben, il y a Richard Bellé, que c'est un médecin qui fait du vélo. Tu sais, tout ça fait partie de vous, là, je veux pas, là. Ouais. Mm. Bon, oui, puis il y a Richard Belleau aussi, tu sais, qui est père de 2 enfants, qui a une conjointe depuis 30 ans. Puis, tu sais, j'ai une famille aussi qui m'a supporté aussi beaucoup. Puis, tu sais, genre, on n'en a pas parlé, mais tu sais, on passe quand même beaucoup de temps. Les enfants tu sais, ont bien réussi, ont des bons travail, ils travaillent. Puis, c'est quand même une fierté là, de voir tu sais, Ben oui. ses enfants réussir comme ça, avoir bien fait. La conjointe est contente, elle est heureuse. Tu sais, on a quand même une belle famille.
belle famille unie. Puis ça, c'est un gros plus. On n'en a pas parlé, mais c'est quand même une grosse partie de ma vie. Mais c'est certain, puis ça revient un peu à ce que vous disiez tout à l'heure au niveau du euh, le sentiment du devoir accompli. Donc, de ce que je Mm. comprends, c'est que c'est autant pour le niveau professionnel de la médecine que pour le niveau personnel dans votre famille. Puis pour vous Exactement. aussi. Ouais, Donc, tout à fait. Ouais. on aime ça. Vous êtes épanoui. Ouais. Non, ben, je pense que oui. Je pense que Mm. oui. Euh, écoute, on passe différentes épreuves. Je pense que c'est ça. Ça sert à ça, hein, les épreuves. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est comme, oui, ça peut paraître difficile, ça peut paraître mauvais, néfaste sur le coup, mais c'est toujours des points positifs qui nous amènent à cheminer dans la vie. Puis, ce qui est important, c'est de prendre ces pièces de casse-tête-là, les structurer pour que ce soit quelque chose. C'est- Mais Mm. effectivement, le qualificatif d'épanoui, je pense que c'est bon. Fait que ce que vous venez de dire, en fait, c'est un message qu'on peut envoyer aux autres médecins, aux autres leaders Ouais. de la santé, là. Ouais, tout à fait. Puis je pense que c'est Mais, c'est plus reconnu aujourd'hui, hein. On parlait de ça il y a 5 ans, même 10 ans, ben 10, 15 ans, on n'en parlait même pas. 5 ans, on commençait à en parler un petit peu. Là, je pense que les gens, les podcasts là-dessus, des médecins qui en parlent ouvertement, des problèmes de mm, santé mentale ou peu importe, là. Mais c'est c'est vrai, hein? vraiment, C'était puis tabou c'est avant. vrai, c'est C'était vraiment triste. tabou. C'était Mm. vraiment tabou, effectivement. Ben, on n'était pas rendu là, je pense, au niveau société. Là, on est rendu à un stade au niveau société où, probablement, c'est correct Chaque humain compte. d'en parler. Mm. Exactement. Super important. Absolument. Puis là, on va tomber dans quelque chose. Je vous avais fait un post il n'y a pas longtemps là-dessus. C'est OK. le CARMS, le Canadian Resident Matching Service, ou Ouais. bien le Service canadien de jumelage des résidents. On a vu cette année qu'il est encore déficitaire, OK, pour la médecine familiale. Euh, Comment est-ce qu'on peut faire pour ramener l'attractivité de tout ça, qui est pourtant le pilier de tout le système? Ouais. Ça, c'est tellement triste, hein. Moi, je trouve ça tellement triste. Je pense que c'est pas la faute à personne, mais tu sais, la médecine familiale dans les 5 à 7 dernières années a été un peu ébranlée. Tu sais. On mettait beaucoup la faute sur les médecins de famille. On mettait tout ce qui arrivait dans le système de la santé, là, c'était un peu à cause des médecins de famille. Et puis, moi, je pense que c'est ça un petit peu qui a fait que, tu sais, la médecine familiale est moins populaire. En partie, moi, je pense que c'est une grosse partie du fait qu'il y a moins de gens là, qui appliquent en médecine familiale. La solution, c'est, écoute, moi, je pense les syndicats ont un rôle à jouer là-dedans. La FMOQ a un rôle à jouer là-dedans. Je pense qu'ils jouent à travers tout ce qu'ils ont à régler aussi. Le gouvernement, c'est sûr que si au niveau politique, on veut une première ligne forte, ben, je pense qu'il faut valoriser la médecine familiale et non dénigrer les médecins de famille. Mais on est mieux servi que par soi-même. Puis moi, ce que je me dis, c'est un peu à nous aussi, les médecins de famille. C'est un peu aussi le rôle on parlait de où est-ce qu'on veut être avec le réseau première ligne. Je pense que c'est un peu le rôle du réseau première ligne, de chacun de nous en tant que médecin de famille, de valoriser ce qu'on fait en médecine familiale. La médecine familiale, c'est une super de profession. Écoute, on voit de tout, c'est très large, tous les systèmes. Comme je disais plus tôt, on n'est pas attaché en tant que tel à un hôpital ou dépendant d'un bloc opératoire ou des disponibilités, des locaux. Les GMF sont quand même bien organisés. Et puis, ça nous permet de faire d'autres choses aussi en médecine familiale. Tu peux faire de la gestion, tu peux faire de la recherche un petit peu à travers, tu peux faire de l'enseignement. Oui, tu peux en faire en spécialité aussi, mais à la spécialité, tu es plus dépendant de ce qui se passe à l'hôpital. Donc, peut-être moins de latitude. La médecine familiale, c'est une belle, moi, je trouve que c'est une belle spécialité. Oui, c'est sûr que ça peut être un peu insécurisant hein, pour un jeune médecin ou quelqu'un qui rentre là-dedans parce que il faut que tu connaisses tout. Il faut que tu connaisses la néphro, il faut que tu connaisses la neurologie, la cardio. Puis, pour les
des médecins qui sont habituellement assez anxieux, performants, mais ça peut être un petit peu insécurisant. Mais c'est quand même, faut valoriser. Si on veut vraiment, qu'il y ait plus de gens qui appliquent en médecine familiale, plus de gens qui s'intéressent, de médecins, de futurs médecins qui s'intéressent à ça. Il faut vraiment valoriser. Puis ça, c'est vraiment des campagnes, moi, je pense, vraiment, nous, on peut le faire, là, quand il y a des résidents qui viennent ou des externes qu'on voit, ben, on leur en parle, mais il faut passer à travers les médias sociaux. Les médias sociaux, c'est super fort, là. Puis, la valorisation de la médecine familiale à travers les médias sociaux, il n'y en a pas partout, là. Du tout. C'est des fois, c'est probablement plus du dénigrement qui se fait, là. Puis ça vient, côté, je pense, plus politique. Je mets personne fautif, mais c'est vraiment, faut vraiment valoriser. Absolument. Ou il y en a de la valorisation du positif, mais le négatif, il jappe tellement fort que peut-être on voit un peu moins là, le positif, justement, en parlant Ouais, sur les réseaux sociaux, là, ouais, spécifiquement. Là. ouais. Non, Absolument. effectivement, ouais. Puis, si vous deviez nommer 2, 3 défis là, les plus urgents pour les cliniques de première ligne au Québec en ce moment, ce serait quoi? Là, l'accessibilité, on en a déjà parlé. On sait que Ouais. c'est un défi à ce niveau-là. Donc, ces 2 défis là, les plus urgents pour les cliniques de première ligne, ce serait quoi? Ben, je pense que c'est le recrutement, hein, le recrutement de nouveaux médecins. Mmh. J'ai pas les statistiques exactes, là, mais les médecins en médecine familiale, il y en a 20-25% qui ont en haut de 60 ans, je me trompe pas, là, je veux pas m'avancer, mais il y a beaucoup de médecins de famille qui vont prendre leur retraite dans les 5 prochaines années. Et puis on a de la misère à recruter. Parce que il y a moins de résidents en médecine familiale. Puis bon, il y a une grosse compétition entre les cliniques, hein, c'est sûr et certain, hein, entre les différents réseaux, entre les différentes cliniques. Donc, le recrutement, c'est vraiment le défi euh, primordial, à mon avis, pour les GMF, les cliniques de médecine familiale de première ligne. Puis, bon, c'est sûr que ça va peut-être être difficile dans les 2, 3, 4 prochaines années. Mais après, les efforts de valorisation de la médecine familiale sont un succès, ben, à ce moment-là, ben, ça va remonter. Mmh. Puis, c'est d'essayer de garder les médecins plus âgés aussi, pour pas qu'ils prennent leur retraite tout de suite. Donc, le défi, c'est d'un peu de faciliter, les décharger un petit peu par le nombre de patients qu'ils ont. Ils sont capables d'avoir, au lieu d'avoir 1500, 2000 patients, mais s'ils sont capables d'avoir 500 patients, ça les décharge un petit peu. Puis tout ce qui est aux moyens technologiques, là, comme par exemple le système de l'IA que tout le monde utilise maintenant, là, ça aide pour la charge cognitive, ça aide pour le temps d'écriture de notes. Donc, c'est tous des défis un peu, là, c'est quelques-uns qui sont déjà réglés partiellement, mais je pense que le recrutement de nouveaux médecins, c'est le défi. Mmh. Absolument. Puis là, on imagine, OK, que vous vous réveillez puis vous devenez ministre de la Santé du Québec. C'est quoi la première chose oui, on sait ça qu'on fait. OK. La première chose la plus importante, que vous faites? Ben, écoute, mes collègues m'aimeront pas. Mes collègues m'aimeront pas. Parce que moi, en tant que citoyen, si on va en médecine pour aider notre prochain, à la base, c'est ça, surtout en médecine familiale. Moi, je trouve ça, moi, c'est inacceptable dans une province, un pays où la santé est supposée être accessible, est supposée être gratuite. Pour moi, c'est inacceptable que chaque citoyen n'ait pas accès à un médecin de famille ou une clinique médicale. Là, on fonctionne avec le GAP, là, c'est le guichet de patients orphelins. Tout ça est appelé à changer, là, c'est sûr. Là, il y a un nouveau cadre GMF qui sort en juin, un nouveau modèle de rémunération, mais moi, ce que je ferais, malgré tout ça, moi, je dirais du jour au lendemain, ben, chaque citoyen est attitré à une clinique médicale, que ce soit de façon probablement collective, là, mais chaque citoyen est attitré à une clinique médicale. On part de là, après ça, on s'organise. Moi, ce serait ça. Là, comme je te dis, là, il y a un paquet de mes collègues qui vont m'écouter, ils vont dire non, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure. Mais
à un moment donné, je pense qu'il faut se lancer. Comme je disais tout à l'heure, il faut établir un modèle d'organisation. Après ça, tu sais, on établit, on travaille autour, on établit un modèle de rémunération. Mais tu sais, sans la prémisse, à mon avis, il faut que ça parte de là, que chaque citoyen ait accès à une clinique médicale pour pas qu'il y ait besoin d'appeler au ministère, au GAP avec des délais. Tu sais, à ce moment-là, tu sais, affilié à une clinique, mais tu appelles à la clinique, tu as un rendez-vous dans la clinique avec des gens de la clinique. Puis avec le même dossier surtout. Le même dossier, tout électronique maintenant, presque partout là, au Québec, 90%. Donc, c'est C'est pas le même intéressant. médecin, mais c'est la même clinique. Ouais, mais Ça, tu sais, ouais. tu vas créer l'attachement des patients dans la clinique, puis après ça, la clinique devient un peu responsable et autonome dans sa façon de gérer l'afflux de ces patients-là. Donc, tu sais, c'est pas parce que tu as un patient attaché à ta clinique que ce patient-là va venir te voir à chaque semaine ou qu'il va avoir besoin de venir te voir même à chaque année. Là, tu sais. Il y en a des patients C'est qui ça. sont attachés, mais ils n'ont pas besoin. Là, tu sais. Puis c'est ça. Puis le tout aussi dans un contexte d'interdisciplinarité, donc travail d'équipe. Tu sais, par exemple, si le patient appelle, tu sais, il est affilié à ma clinique, il appelle, il a mal à l'épaule, ben, tu sais, on pourrait avoir un système, l'idéal, le patient pourrait être référé avec un physiothérapeute. Si on n'en a pas dans notre GMF, ben, à une clinique pas loin, qui est affiliée à la RAMQ, puis c'est un nouveau concept là, que je viens de créer, là, juste comme ça. Mais c'est où le patient serait vu, puis le physiothérapeute serait rémunéré par la RAMQ là, pour cette visite-là. Mm. Donc, moi, c'est vraiment ce que je ferais. Le ministre de la Santé, c'est ça que je ferais. Pas mal certain que je ne rentrerai pas aux prochaines élections, mais c'est vraiment ce que je ferais. Et ce qu'il T'aurais faut, un vote. comprendre, j'aurais un vote, Ouais. c'est ça. Mais tu sais, j'aurais visé j'établirais une politique. Cette politique-là, ce serait pas sur un mandat électoral de 4 ans. C'est une politique de santé majeure. C'est pas sur 4 ans, c'est pas sur 8 ans, c'est souvent sur une génération. On revient un petit peu à la santé préventive, l'activité physique. Ça se fait pas du jour au lendemain. C'est sur une génération, un petit peu comme nous l'a démontré Pierre Lavoie. Là. Donc, c'est ça un petit peu des fois que je vois, où je comprends, j'aimerais pas ça être politicien, mais je les admire beaucoup. Parce que ça doit pas être facile. Mais souvent, les politiques sont basées sur des mandats de 4 ans à cause d'un agenda politique, surtout au niveau de la santé, je parle. La santé, c'est construire un hôpital, c'est 15 ans. Là. Tu pars des plans à rentrer le premier patient, c'est 15 ans. Fait que tu ne peux pas prendre des décisions sur 4 ans. Si au bout de 4 ans, changer ton fusil d'épaule et annuler tout ça, là, c'est impossible. Là. De là, l'importance de Santé Québec. Je pense que c'est important que ça ait été fait. Mais moi, j'aimerais ça que Santé Québec soit un petit peu plus détaché du politique, qu'ils puissent un peu parler d'eux-mêmes. Parce qu'encore, on voit, encore aujourd'hui, que souvent des choses sont annoncées par le politique, tandis que ça devrait être Santé Québec qui l'annonce. Donc, il y a encore du travail à faire de ce côté-là, mais respect pour tout ce qui a été fait, et respect pour nos politiciens qui ça doit pas être facile. Je ne voudrais pas être dans le soulier. En plus, vous l'avez été quoi à 10 minutes, là? Bravo. Ouais. Dans les souliers. Mais c'est certain, tu sais, c'est déjà un bon début là, Ouais. de ce qu'on voit. Là. Tu sais, ça, on commence déjà le fait Tout à d'avoir fait. vu que ça prenait une entité un petit peu plus indépendante de la santé, qui est Santé Québec, ben, tu sais, c'est déjà un bon début. Quand vous regardez vers l'avenir, qu'est-ce qui vous donne espoir pour la première ligne au Québec? Je pense que c'est le travail interdisciplinaire, le travail d'équipe. Je pense que ça va aider vraiment beaucoup. Et puis, bon, ça va décharger le rôle conventionnel de médecin de famille, surtout en pénurie de ressources humaines, comme on en discutait, là, un manque de médecins de famille. Mm. Et puis aussi, ben, je pense que l'informatisation, on est vraiment dans en fait, 2020, c'est plus la révolution informatique. On est plus en train de faire la révolution IA ou presque quantique, là, en 2030. Là, on est en plein dedans, là, je pense. En 2040, 2050, on va parler probablement de la révolution IA et quantique en 2020-2030. Je pense que ça va aider beaucoup aussi.
pour vraiment faire dégager les professionnels, pour les accompagner, pour qu'on se dégage des tâches qui sont à valeur non ajoutée, des tâches un petit peu administratives, de requêtes, de prescription et tout ça, là. Mais toujours avec l'humain qui reste là pour signer en bas, contrôler, valider tout ça. Moi, je ne vois pas, comme je disais tout à l'heure, je ne vois pas l'IA remplacer l'humain, mais plus être accompagnateur, puis, sauver des tâches qui sont à valeur non ajoutée. Fait que c'est deux choses. Absolument. Absolument. Puis, ben, merci beaucoup. Puis, avant de conclure, qu'est-ce que vous avez comme message là, à envoyer là, aux médecins, leaders en santé au Canada? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils retiennent de cette conversation-là? Ben, je pense qu'il faut garder espoir. C'est sûr qu'il y a des moments qui sont plus difficiles. Puis il y en aura toujours, hein, ça fait partie de la vie. C'est garder espoir, puis de discuter, de respecter. Et puis il y a vraiment je pense qu'on est dans une révolution d'intelligence artificielle qui va vraiment changer la donne, mais on est en plein dedans. Donc c'est sûr qu'il y a des hauts et des bas. Et puis, mais il faut vraiment garder espoir, puis toujours viser plus haut. Moi, je pense qu'il faut toujours viser plus haut, garder nos cibles, tout en respectant les gens, garder nos visions. Pour ceux qui sont visionnaires, gardez vos visions, gardez vos espoirs, puis ben, c'est un peu ça. Peut-être que je suis un peu naïf, là, mais bon, je pense que dans le passé, ce que je te dis là, ben, ça m'a aidé. Ce que j'avais prévu, c'est pas toujours passé, mais c'est pas mal arrivé. Fait que c'est ça. Ouais. De garder une vision, puis Ouais. de garder son leadership pour que quand ça va être le bon moment d'exécuter cette vision-là, ben, on va l'avoir en tête déjà clairement. Donc, ça va être, on le fait. On le fait, à un moment donné, ça va être le bon moment. Exactement. Ben, tu l'exprimes très bien. J'aime ça. Ben, merci beaucoup, vraiment. Très apprécié, une belle conversation. Les autres médecins et les autres leaders au Canada vont vraiment apprécier ce que vous avez dit dans l'épisode, j'en suis certaine. Donc, merci beaucoup pour aujourd'hui, Dr. Delis. Ben, merci à toi. Ça a été très agréable. Merci beaucoup. Bye, à la prochaine. Salut.